aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Cédric Villani pour cet exposé, qui a fait ses études dans cet amphi d'ailleurs, à votre place. À l'époque, ça s'appelait encore un DEA. Oui. Et donc aujourd'hui, il va nous parler d'informations de Fisher et de collision de Boltzmann. Chers amis, on va parler d'information de Fisher et de collision de Boltzmann. Et pour commencer, vous dire que c'est l'une des grandes chances dans ma vie que, par concours de circonstances, en 2022, je perds l'élection législative dans ma circonscription de l'époque à 15 voix près. Et en 2023, arrive sans prévenir la solution d'un problème ouvert qui m'avait tenu à cœur à l'époque de ma thèse. Et c'était le résultat de Nestor Guillen et Louis Sylvestre. Donc Guillen et Sylvestre démontrent, en tout cas le préprime était fin 2023. J'expliquerai plus tard de quoi il s'agit. Quand je regarde l'équation de Landau-Coulomb en dimension 3, D égale 3, premièrement, l'information de Fisher décroît avec le temps. L'équation de Landau-Coulomb spatialement homogène. On va écrire aussi tout à l'heure petite information de Fisher. Pour l'instant, je vous dis juste que le résultat des deux choses. Premièrement, l'information de Fisher décroît avec le temps pour l'équation de Landau-Coulomb spatialement homogène. Et deuxièmement, cette équation est bien posée, régulière pour tout temps. Il y a une solution limite infinie pour tout temps. Bon. Alors, vous savez ce que c'est quand un problème vous tient à cœur, quand il est résolu. D'une part, vous dites c'est bien qu'il soit résolu, et d'autre part, vous dites mais pourquoi c'est pas moi qui l'ai résolu? Et sur ce problème-là qui me tenait à cœur, ça m'a envahi, et encore plus, YouTube le savait, s'ils ont su faire ça, alors il y a forcément un résultat encore plus grand, encore plus beau, et celui-là, il est hors de question que je n'en fasse pas partie. Et ça a été la motivation pour me remettre au boulot après 12 ans de tenue à l'écart des publications mathématiques, d'abord par la direction de l'Institut Poincaré, puis par mon passage au Parlement. Et ça aboutit à ce que je vais vous raconter maintenant, qui est un travail en commun avec Louis Sylvestre et Cyril Humbert. Donc Humbert, Louis Sylvestre, plus moi-même, ça va être le résultat qui va venir. Et d'abord, on va replacer ça dans un contexte plus général. On va commencer avec les grands anciens mémorables et respectables. En 1872, Ludwig Boltzmann prouve le théorème H. Théorème H, il y a plusieurs façons de l'énoncer, plusieurs façons de le voir. Dans le cadre de la théorie statistique des gaz dilués, c'est la façon de démontrer le second principe de la thermodynamique, mais justement, passer de ce qui était un principe, un truc que vous posez vrai et que vous observez expérimentalement, à un théorème que vous démontrez mathématiquement. Théorème à plusieurs étapes, mais une étape clé consiste à montrer que les collisions dans l'équation de Boltzmann, des collisions élastiques, les collisions ont tendance à faire décroître la fonction h de Boltzmann. La fonction h de Boltzmann, c'est l'intégrale de f log f. Ici, je m'intéresse qu'aux collisions, ça va être des fonctions qui dépendent d'une variable de vitesse v, des fonctions positives, v est dans f puissance d, d est supérieur ou égal à 2, f, vous le pensez comme une densité de probabilité sur l'espace des vitesses, donc une distribution cinétique. Et la première clé, donc, dans ce théorème de Boltzmann, c'est de montrer que quand on regarde h et qu'on regarde l'évolution de h le long de l'opérateur de Boltzmann, donc la dérivée fonctionnelle de h appliquée en f, évaluée le long de l'accroissement q de ff est négatif. Et ce pour tout f, distribution de vitesse. Ici, q de ff, c'est l'opérateur de Boltzmann, qui s'écrit en généralité intégrale sur fd, intégrale sur sd-1, de f de v', f de v' étoile, moins f de v, f de v étoile, fois une fonction grand B, le noyau de Boltzmann, qui coïncide avec la section efficace de collision, à un facteur multiplicatif par la vitesse relative près, b de v moins v étoile,
alors ça dépend en fait seulement du module, de la norme de la vitesse relative des deux particules et de k scalaire sigma. Pour le schéma, le diagramme, je l'utiliserai, les notations sont toujours celles-ci. Vous avez V et V étoile, auxquelles vous pouvez penser comme étant les vitesses de deux particules qui entrent en collision à un point donné. V' et V' étoile, qui sont leurs vitesses après collision. Tout ça se situe sur une sphère par le jeu des lois de conservation, conservation du moment cinétique, enfin conservation de la quantité de mouvement et conservation de l'énergie. Ça vous fait D plus une contrainte. Vous avez deux D inconnus et donc D-1 paramètres de liberté qui correspondent à une sphère dans l'espace à D dimensions. Donc vous avez ici la sphère. Sigma, c'est le vecteur unité ici. K, ce sera le vecteur unité ici. Θ ici, l'angle de déviation. C'est la même chose que K scalaire sigma, c'est le cosinus de θ. Et ça, c'est le schéma des vitesses de Boltzmann. Donc il y a des formules explicites, géométriques, qui vous donnent V' et V' étoile en fonction de V, V étoile de sigma. Bon. Et Boltzmann, pour démontrer ça, fait un calcul et il montre explicitement que ce truc-là est égal à moins un quart de l'intégrale triple de f de v', f de v' étoile, moins f de v étoile, logarithme f de v', f de v' étoile, sur f de v étoile, B, pareil, de v mauvais étoile scalaire sigma, dv étoile d sigma. Évidemment, cette expression est négative parce que l'intégrante est négative. La fonction a moins b fois log de a sur b est négative juste par croissance du log. Et donc, on a ici quelque chose avec le signe moins qui est toujours négatif. Et ça a été à la base d'abord de la preuve par Boltzmann que les gaussiennes sont les seuls équilibres dans l'équation de Boltzmann, puis de toute preuve, toute tentative de comprendre à quelle vitesse se fait le retour vers l'équilibre en évaluant la production d'entropie, qui correspond donc à ça, juste avec le signe plus sur le moins, soit dans cette version non linéaire, soit dans la version linéarisée, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le théorème de Boltzmann, théorème H, et donc ça repose sur ce calcul qui, comme vous le voyez, utilise des symétries, la géométrie sphérique et la géométrie du produit tensoriel. Dans ce que je vais vous raconter, toute la partie algébrico-géométrique, si je puis dire, repose sur des relations, et en particulier des commutations, des commutateurs, entre la non-linéarité dans laquelle vont intervenir des logs, le produit tensoriel qui est ici évident, vous avez f de v étoile, v et v étoile sont des variables indépendantes, on est sur du f tenseur f, et la géométrie sphérique qui correspond à ces lois de conservation. Et maintenant, on va appeler ça le théorème I, sans pour autant laisser croire qu'il a la même importance que le théorème I, mais qu'il y a plusieurs parallèles et on va en parler. Donc, théorème I, pour tout f, je vais regarder cette fois I de f, où I de f est l'intégrale de gradient f carré, c'est un gradient en vitesse, hein. Pour l'instant, c'est que des fonctions qui dépendent de v, divisé par f sur f puissance b. Ceci est l'information de Fischer. Et quand on regarde I' de f, Q de ff, c'est toujours inférieur ou égal à 0, du moins pour toute interaction, je vais préciser un peu plus tard, mais pour toute interaction, quand on dit interaction, c'est savoir quelles sont les forces moléculaires qui s'exercent entre les particules, entre Coulomb et les sphères dures. Alors, Coulomb et les sphères dures, c'est un peu comme deux cas extrêmes des interactions possibles. Avec Coulomb, vous avez ce qui a la plus longue portée. En tout cas, c'est rare qu'on considère des choses qui ont plus longue portée que Coulomb. Vous avez plein de propriétés analytiques, physiques qui changent quand on se met à avoir des croissances plus lentes que Coulomb. Et au contraire, les sphères dures, c'est le plus localisé qu'on puisse imaginer. Les particules s'ignorent quand elles sont à distance positive, et c'est seulement quand elles se cognent qu'elles interagissent. Donc, en un sens, ça couvre tout le spectre des situations physiques que vous avez envie de considérer.
Alors, ce théorème, le théorème de Boltzmann, il a une date bien identifiée, c'est Koudjenić-Boltzmann. Et ce théorème-là, il a une histoire beaucoup plus longue et il est dû à un certain nombre d'auteurs. Il commence en 1965-66 avec un article de Henry P. McKean, très grand spécialiste de processus stochastiques, d'analyse et de probabilité en général, décédé tout récemment. Et McKean, lui, s'occupait explicitement seulement de la dimension d égale 1 avec un noyau constant. Ça ne rentre même pas exactement dans ce cas-là. Il faut un peu tricher pour faire rentrer l'équation de Boltzmann dans une approximation. Il s'en servait pour obtenir les premières estimations quantitatives explicites de retour à l'équilibre pour l'équation de Boltzmann facilement homogène, question qui avait été posée par Mark Katz. Et c'était historiquement, c'était intéressant. C'était la première fois qu'on avait une approche explicite. Il a fallu plusieurs décennies pour que ça aboutisse à quelque chose de plus général. 1992, Giuseppe Toscani le démontre pour l'équation de Boltzmann quand D égale 2 et quand B dépend seulement de K scalaire sigma, ce qu'on appelle les molécules maxwelliennes, les interactions maxwelliennes. Et 1994, c'est le moment où je commence ma thèse. Et le premier jour de ma thèse, c'est une question que me pose Pierre Williams. Parmi les différentes questions, vous allez vous intéresser au comportement de l'information de Fischer dans des cas plus généraux que le théorème de Toscani. Et 1998, dans ma thèse, j'obtiens qu'il y a effectivement ça pour D quelconque, et toujours pour la restriction B dépend seulement de K scalaire sigma. Et c'était mon impression que c'était le résultat optimal. L'algèbre se passait bien, ça semblait coller pile poil. Et il y avait une analogie avec des théorèmes bien connus de théorie de l'information, les inégalités de Shannon-Stam et Blackman-Stam, qui marchaient bien en toutes dimensions, qui me faisaient penser que c'était le résultat optimal. Quelques mots avant de continuer sur l'information de Fischer en tant que telle. Premièrement, la signification entre H et I. H est utilisé pour vous parler de la rareté d'une distribution. C'est dans le fameux théorème de Boltzmann, il y a deux grandes formules de Boltzmann. L'une c'est S égale K log W, l'autre c'est S égale moins H. Et on identifie dans Boltzmann W à une exponentielle avec un facteur qui correspond à la fonction S, exponentielle n fois S, où n c'est le nombre de particules considérées, S est l'opposé de l'entropie. I ne s'intéresse pas à la rareté des distributions. Hein. H, ça vous dit, si vous regardez un F, est-ce qu'il est banal ou est-ce qu'il est très singulier? Distribution banale, en un sens, la distribution gaussienne, c'est celle qui est la plus facile à réaliser quand vous fixez la variance. C'est le théorème de centro-limite disent des choses comme ça. I, ça vous parle de l'observabilité. Fischer l'a introduit dans les années 20 pour dire qu'une distribution statistique va être facile à observer ou pas, combien d'analyses il vous faudra pour déterminer ces paramètres, et ainsi de suite. Intervient dans l'unité de Kramer-Rao. H, c'est la fonction de déviation dans l'inégalité de Sanov, dans le principe de grande déviation de Sanov. I est la fonction de déviation dans le principe de grande déviation de Donsker-Baradal. L'un vous parle de la possibilité d'approcher les fonctions par leur mesure empirique et l'autre par leur mesure dynamique, où vous suivez une particule le long de l'équation de la chaleur ou le long d'une équation de diffusion associée. Donc, tous les deux ont un contenu informationnel important et les relations entre H et I, c'est le domaine des inégalités de Sobolev logarithmiques. Donc, il y a une parenté forte entre les deux formules. Celle-ci, si vous voulez, l'étape suivante de H quand on s'intéresse à une formule avec des gradients. Et comme je vous le disais, de la même façon qu'il y a des choses spécifiques qui se passent avec un B qui est seulement maxwellien, c'était ma conviction que le résultat là était optimal, même si, à la même époque, 1998, Cordier et Buet, travaillant sur des schémas déterministes d'approximation de l'équation de Boltzmann, concluaient que dans des schémas précis, on avait l'impression que pour certaines équations, en particulier celle qui est là-haut, qui est un cas particulier de Boltzmann, on en reparlera, l'équation de Landau, numériquement, l'information de Fischer semblait décroître, bien qu'on ne soit pas dans le cas maxwellien, et même que ça semblait être associé à la stabilité des schémas, les schémas bien stables étant ceux qui faisaient décroître l'équation.
j'ai pas pris la chose assez au sérieux. Peut-être aussi en me disant, après tout, la gaussienne est le minimum. C'est dur de déterminer si vraiment c'est pas juste un effet statistique qu'on est en train de regarder, et ainsi de suite. Et en 2023, alors le papier est publié en 2025, arrive ce résultat de Guillen et Sylvestre, qui vous dit, en particulier en dimension d égale 3, pour un potentiel B qui est coulombien, je donnerai la forme tout à l'heure, I décroît. Donc ce théorème-là, dans le cas qu'il a. D égale 3, et puis d'autres dimensions, toutes des hypothèses, toujours sous des hypothèses coulombiennes, en tout cas que des collisions rasantes. Collisions uniquement rasantes. Et on a fait équipe dans l'affaire, avec Sylvestre d'une part, avec Humbert d'autre part, pour arriver au résultat, lui aussi paru en 2025, donc Humbert, Sylvestre et moi-même, pour tout B, et pour tout B, entre Coulomb et sphère libre. Celui-ci vient de paraître donc dans Acta Mathematica, et celui-ci dans Inventiones Mathematicae. L'un comme l'autre, résolvant et finissant de résoudre des problèmes ouverts, pas seulement sur l'information de Fischer, mais sur la théorie spatialement homogène de l'équation de Boltzmann. Et je vais vous dresser un petit panorama pour comprendre comment ça s'inscrit. Premièrement, avant de continuer sur la partie mathématique, du point de vue physique, on ne va pas bouder notre plaisir. Ceci est un nouveau principe s'appliquant à la théorie des gaz avec un contenu physico-statistique bien identifié. On connaissait le théorème H de Boltzmann qui dit les collisions ont tendance à rendre les distributions de plus en plus banales en un sens. Plus la fonction H est basse, plus l'entropie est élevée, plus la fonction est banale. Il y a une façon de la réaliser statistiquement en tirant des particules aléatoires. Et elle vous dit si la distribution est facile ou pas observée. Et donc ce deuxième théorème, il vous dit que les collisions de Boltzmann tendent à rendre la distribution de Boltzmann de plus en plus difficile à discerner. Un peu comme si vous aviez des gens qui se ressemblent tous dans une foule, vous avez du mal à identifier les uns et les autres. C'est ce type d'information que ça vous donne. Ce qui, vu la généralité du résultat, ranime l'idée qu'il y a des développements thermodynamiques à effectuer en prenant en compte non seulement l'entropie, mais l'information de Fischer. Ce n'est pas une idée complètement neuve. Elle a été explorée au moins par deux physiciens dans les 20 dernières années. D'une part, Gavin Crooks et d'autre part, Roy Freedon, avec des façons de voir les choses fort différentes, dans certains cas durs à comprendre pour un matheux, mais qui méritent à coup sûr qu'on s'y penche, au vu de ce résultat positif de si grande généralité. Avec toujours en tête que l'information de Fischer, ça vous parle de l'observabilité et donc éventuellement des interactions avec le reste du monde, pas seulement le gaz en tant que tel, mais le gaz interagissant avec un dispositif. Très pratique d'ailleurs, j'étais surpris récemment en discutant avec les chercheurs travaillant en informatique quantique chez Alice et Bob, de voir que vous connaissez très bien l'information de Fischer comme étant l'un des tests qu'ils employaient, qu'ils utilisaient pour savoir si un dispositif était actif et utilisable du point de vue informatique. Deuxièmement, du point de vue mathématique, cela permet de boucler la théorie spatialement homogène de l'équation de Boltzmann, équation de Boltzmann comme ça, initiée par Karlmann dans les années 1930. Et ça permet de combler tous les cas, et donc un corollaire, si vous voulez, disons une conséquence pas très difficile de ce résultat et de tout le travail accumulé au cours des dernières décennies, en particulier par des auteurs comme De Villette, Wennberg, Arquerid et autres, c'est qu'une fois que vous avez une telle estimation, vous arrivez à compléter toute la théorie. Et donc, toujours solution avec une solution lisse pour tout temps, avec une solution lisse pour tout temps. La théorie spatialement homogène, ça veut dire que vous regardez juste des ronds TF égale Q de Fn, ou bien la théorie complète, spatialement inhomogène,
sous condition, donc d rond Tf plus b scalaire gradient xf égale q de ff. Alors, par exemple, en X, une boîte périodique pour éviter le problème délicat du bord, sous condition, si je vais le mettre ici, sous condition, alors, après bien 15 ans de recherche menée par des gens en particulier comme Michel, Mouot, Imbert, Sylvestre, Tarfouléa, Anderson, Nelson et d'autres, on savait faire dans beaucoup de cas les mêmes estimations qu'on a là-dessus sur l'estimation complète, à condition que l'intégrale de f dv et l'intégrale de f d carré dv, deux fonctions donc, qui dépendent de t et de x, c'est la quantité de matière ponctuelle et l'autre c'est la quantité d'énergie ponctuelle, restent bornées. Tant que ces quantités restent bornées, vous avez les mêmes estimations finalement sur l'équation spatialement inhomogène. Et si jamais quelque chose se passe, c'est qu'il y a un moment où ça devient non borné. Alors, quand je vous dis que ça permet de boucler la théorie, il faut que j'explique quel est le paysage de cette théorie spatialement homogène. Et que j'en dise plus sur B. B, de V moins V étoile sigma, si vous essayez de l'appliquer à des interactions réalistes, pour des forces en 1 sur R puissance S, R la distance entre particules, L, S l'exposant, il va se factoriser, c'est des calculs qui remontent à Maxwell, sous la forme d'une puissance de la vitesse relative fois, fois une certaine fonction B du cosinus de l'angle de déviation. B n'est pas explicite et c'est le résultat d'intégrales avec des intégrales qui se primitifient et des fonctions transcendantes derrière. Mais on connaît des estimations de B et la règle c'est gamma égale S-2 D-1 sur S-1. Et si vous regardez la fonction B, elle est partout intégrable, gentille, strictement positive, sauf éventuellement pour θ égale 0, θ tend vers 0, correspond à des collisions rasantes. Dans l'espace physique, c'est la longue portée. Si deux particules sont à longue portée, elles interagissent un tout petit peu, leurs vitesses sont juste un peu déviées, θ est faible. Et B de cos θ, quand vous regardez son intégration sur l'ensemble des vitesses, vous allez le multiplier par le jacobien qui sort naturellement du changement de variable sphérique. B de cos θ sinus puissance d-2θ, quand θ tend vers 0, est comme une constante fois θ puissance moins 1 plus nu. Je mets 1 plus nu parce que 1 correspond à la limite de l'intégrabilité. Le nu qui va venir sera toujours supérieur ou égal à 0. Sa taille me dira à quel point c'est non intégrable. Et la recette, c'est nu égale d-1 sur S-1. Donc, ça, ce sont les paramètres qui viennent de la physique. Et vous voyez qu'il y a un jeu en fonction de gamma, en fonction de nu, sur les propriétés du noyau. Et puis, la physique vous donne un lien entre gamma et nu, mais vous pouvez aussi vous demander ce qui se passe si je décorrèle gamma et nu, quels sont les différents paramètres. Et le schéma est le suivant, le tableau est le suivant. Donc, ici, je vais mettre nu, et je vais le faire aller entre 0 et 2, pour des raisons physiques. Quand ça va, alors 0 correspond à ce qu'on appelle l'hypothèse de cutoff, en fait, ça serait juste en dessous de 0. Et tout ça, c'est la partie non cutoff. Non cutoff voulant dire que l'intégrale de B est infinie. Donc non cutoff, intégrale de B égale l'infini. Quand vous intégrez dans les angles. À nu égale 2, vous avez la limite diffusive. Où là, l'équation de Boltzmann se transforme en une équation qui ressemble plus à l'équation de la chaleur, avec deux dérivés en vitesse, et c'est la limite que vous pouvez espérer. Ici, on va mettre les différentes valeurs de gamma. 2, 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3. On ne descend pas en dessous de moins 4. Gamma égale 0 correspond aux molécules maxwelliennes. C'est ce que Maxwell avait identifié comme étant une simplification. Et pour cause, si vous prenez gamma égale 0 là-dedans, vous trouvez que c'est seulement une fonction de cosinus θ. Et Maxwell déjà avait repéré qu'il y avait beaucoup de simplifications dans les formules. Au-dessus de Maxwell, on parle de potentiel dur.
En dessous, on parle de potentiel mou. Et quand vous continuez l'analyse, vous vous rendez compte qu'en dessous de -2, ça devient encore plus singulier et ça justifie d'appeler ça des potentiels très mous. Et en fonction des valeurs de gamma et de nu, vous avez différentes possibilités qui peuvent se passer, propriétés mathématiques. La première étude de Karleman dans les années 1930, c'était là-dessus. Ça regardait avec cutoff pour les sphères dures. Et ce point-là, je vais l'appeler HS comme Hard Spheres. C'est le premier qui a été traité. Puis pendant un bon moment, la théorie s'est concentrée sur cette ligne, avec cutoff et les potentiels durs, donc compris entre 0 et 1, école suédoise dans les années 80. Puis on a commencé à s'intéresser aux cas sans cutoff, en particulier avec des gens comme Guévillette, puis Alexandre, moi-même, et ainsi de suite. Et on a commencé à remplir le tableau peu à peu. Et on peut se poser des questions en fonction de gamma et de nu, quelles sont les propriétés de l'opérateur. Quand on a un opérateur non linéaire, une des premières questions qu'on se pose, c'est quand je le linéarise autour de l'équilibre, je regarde le linéarisé, comment est le spectre du linéarisé, est-ce qu'il y a un trou spectral avec des conséquences aussi bien sur la théorie de l'existence que sur le retour vers l'équilibre. Et si vous demandez comment est le trou spectral, quand vous êtes avec cutoff, ça dépend si vous êtes dur ou mou, mais en général, la ligne du trou spectral, c'est celle-ci. Et donc, au-dessus, on va mettre SG comme spectral gap. Au-dessus de cette ligne, vous avez le trou spectral. En dessous de cette ligne, vous n'avez pas de trou spectral. Ensuite, vous vous demandez, dans ce contexte anthropique, quelle est la. Donc, SG, c'est pour trou spectral. On va se demander, je vais appeler EG pour anthropique gap, un trou anthropique. C'est quand est-ce que vous avez que la. Ça, c'est la dissipation de la fonction H. Quand est-ce que H' de F, Q de FF, ce truc qui est négatif, est inférieur ou égal à moins constante fois H de F moins H de équilibre. Une variante non linéaire du trou spectral. Pendant un temps, ça c'était populaire sous le nom de conjecture Cerciniani, résolu dans les années, fin des années 90, début des années 2000 par Giuseppe Toscani et moi-même. Et avec Dirichlet, nous avions obtenu ce point-ci, avec Toscani, ce point-là. Et on peut en fait joindre la ligne. Et au-dessus de cette ligne, vous avez le trou anthropique. En dessous de la ligne, vous n'avez pas le trou anthropique. Troisième question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce qu'on a des bonnes solutions bien caractérisées et ainsi de suite. Et quand vous êtes dans les potentiels très mous, vous vous retrouvez avec des problèmes. Alors, il y a des problèmes quand vous êtes non cutoff parce qu'il y avait la singularité non intégrable en θ, mais des problèmes encore pires quand vous vous intéressez à la singularité en vitesse. Et si gamma devient très négatif, vous vous retrouvez avec des problèmes pour donner un sens à l'intégrale de collision et ainsi de suite. Dans ma thèse, c'était les premiers résultats pour aller en dessous de gamma égale -2, avec une catégorie de solutions très faible qui avait été définie dans toute cette zone. Très faible, c'est-à-dire que c'est des solutions plus faibles que solutions au sens habituel faible. Et plus tard, avec Laurent Dirichlet et Rajesh Bara, Alexandre et Bernd Denberg, nous avions trouvé qu'on pouvait construire des solutions faibles au sens classique, si je puis dire, c'est-à-dire en intégrant contre une fonction test sans avoir besoin de faire des changements de variables non linéaires et des choses comme ça. Et on avait identifié une zone dans laquelle, si on avait un peu d'intégrabilité, à la fois on peut définir des solutions faibles classiquement, et avec un peu d'intégrabilité, on peut avoir toute la régularité, quelque chose qu'on va appeler régularité conditionnelle. Et c'est encore une ligne parallèle aux deux précédentes, et cette ligne-là, nous avions identifié, on va appeler CR pour régularité conditionnelle. Au-dessus de cette ligne, on sait faire de la régularité conditionnelle. Si vous avez, par exemple, de la régularité LP, vous en déduisez de la régularité Sobolev, et même C infini. Et en dessous de cette ligne, on ne sait pas. Alors, dans ce paysage, comment se placent les potentiels issus de la physique, les noyaux issus de la physique. Et donc, cette ligne-là, avec ce gamma et ce nu, il se passe sur une ligne aussi, quelle que soit la dimension. Et cette ligne, elle relie ce point des sphères dures à ce point. On va appeler LC3 comme lambda Coulomb dimension 3, le même que celui qui est là-bas. Et c'est une ligne droite qui joint les deux. Et vous voyez que dans cette ligne droite, quand on regarde des fonctions inverses de la puissance, là, vous avez les puissances fortes qui correspondent à une interaction relativement courte portée, dans laquelle vous êtes dans une zone sympathique, avec un trou spectral.
vous descendez, vous êtes dans une zone moins sympathique, encore moins sympathique, et quand vous arrivez ici, vous avez toute une zone où vous êtes très embarrassé parce que vous ne savez pas si les solutions sont régulières ou pas, et vous avez plein d'inconnus sur la définition. Celle-ci est particulièrement intéressante. NC3, elle s'écrit d sur d t, j'écris juste l'équation spatialement homogène, est égale à, c'est une variante diffusive de l'équation de Boltzmann, A. Ici, c'est une matrice à barre. Alors, je vais écrire directement la matrice, ça ira mieux. Projection D orthogonale sur D convolée avec F. Double produit scalaire, ça c'est une matrice avec la Hessienne de F. Qui suit pi F carré. Bon. Pourquoi lambda au Coulomb? C'est parce que c'est l'équation qui décrit la correction diffusive dans les plasmas à apporter à l'équation de Blasov. Sur un intervalle de temps fixé, les plasmas ils sont bien décrits par l'équation de Blasov. Sur un intervalle de temps plus long, il faut tenir compte des processus dissipatifs, vous avez une correction qui va être de type diffusif. Et quand vous regardez cette équation-là, vous vous dites, c'est le raisonnement qu'on se faisait à l'époque avec Pierre-Louis et que d'autres faisaient, bah, on a une équation qui ressemble à de la diffusion plus un terme non linéaire, un peu comme la chaleur plus F carré. Et ici, c'est un peu comme la chaleur et même. Là, c'est une matrice en 1 sur V, qu'on vous avec F. Elle ne pourra jamais être bien vaillante à l'infini. Donc, c'est même moins diffusif que la chaleur. Et là, on a le F carré. On sait que chaleur plus F carré explose. Par comparaison, moralement, ce truc-là devrait exploser aussi, au moins en norme LP suffisamment grande, comme c'est le cas pour l'équation de la chaleur avec F carré, a fortiori en norme à l'infini. Et donc, l'idée, c'était, il y a des solutions faibles, mais en norme à l'infini, ça explose. Les simulations numériques, quand j'ai vu les résultats là-dessus, m'ont fait changer d'avis. Numériquement, ça n'explose pas. Et pouvoir savoir si c'était, si effectivement ça n'explose pas ou si était un problème ouvert posé à cette époque-là et qui est resté assez longtemps. Sur lequel ont travaillé des auteurs comme Gols, Vasseur, Gualdani, Humbert, arrivant à montrer des critères sur lesquels ça peut exploser peut-être, si ça explose telle ou telle chose, avec en plus un scaling, un dimensionnement qui ressemble à celui de Navisto par certains aspects, donc qui semblait assez motivant. Et jusqu'en 2023, arrivaient les indices plus ou moins contradictoires, explose, explose pas. Jusqu'à ce que le théorème de Guillen et Sylvestre dise, ben, on a l'information Fischer qui décroît, et ceci donne une estimation supplémentaire. Si I de F, alors vous vous souvenez de la forme de I de F, si I de F c'est pareil que 4 fois l'intégrale de gradient racine carré de F carré. Donc, si I de F est fini, ça vous donne une borne Sobolev sur racine de F, donc une intégrabilité FP pour racine de F avec un P plus grand que 2. Donc, ça vous dit que F est un peu mieux que L1, et ainsi de suite. Et cette estimation-là était suffisante pour montrer que l'équation était bien posée, régulière pour tout T. Travaux complémentaires de Villette, Loer et quelques autres ont montré que même vous pouviez aller encore en dessous et avec cette estimation d'information de Fischer, montrer qu'il suffisait finalement d'avoir l'entropie bornée au temps initial pour avoir la non-explosion. Maintenant, le résultat que je vous ai montré, celui que je prouve avec Humbert et Sylvestre, permet d'avoir toute cette région et de montrer finalement, pour toute dimension, alors la restriction au cas coulombien, c'est gamma supérieur ou égal à moins d sur d-2. Ça, c'est plus grand que coulombien. Plus grand que coulombien. Et donc, sous cette restriction-là, tout le reste du schéma est conclu et finalement, vous en arrivez à une théorie complète pour l'ensemble de tous les paramètres sur l'équation de Boltzmann spatialement homogène. Donc, ceci pour les implications, d'une part, physico-statistiques et d'autre part, pour les implications mathématiques par rapport à la théorie d'équation de Boltzmann. Et je vais maintenant, la troisième chose que ça vous donne, c'est que vous donne la preuve, c'est une compréhension qu'il y a des liens bien plus étroits qu'on ne croyait, ou en tout cas que je le croyais, entre cette théorie et ce problème d'une part, et la théorie des fonctionnels non linéaires dans les processus de diffusion,
je veux dire, théorie des inégalités de souplesse logarithmique ou des inégalités de concentration. Et certaines inégalités qui reviennent et qui sont proches jouent un rôle fondamental là-dedans. Et c'est de ça que je vais parler pour la fin de l'exposé. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire? Benoît? Bon, ça va, c'est bon. Allez, on continue. Alors, premier ingrédient dans la preuve, première remarque importante, il y a une structure importante derrière. Quand vous regardez Q de FF, c'est pareil qu'un opérateur linéaire avec un noyau B appliqué à F tenseur F. C'est implicite dans la preuve déjà de Boltzmann. Le fait qu'on soit en train de travailler sur une équation qui dépend de F tenseur F est important. Et vous avez des choses qui dépendent de ça. Et aussi, quand vous avez H de F tenseur F, c'est égal à 2 fois H de F. Pareil avec I, c'est une des raisons qui font que H et I sont tellement populaires en statistique et en probabilité. C'est de bon comportement par rapport au produit tensoriel. Donc là, premier ingrédient, c'était implicite dans bien des preuves avant, mais le dire explicitement quand la situation devient compliquée, c'est intéressant et ça permet de se ramener à des problèmes d'estimation linéaire sur le produit, sur un produit tensoriel. Vous avez quand même des fonctionnels non linéaires, bien sûr, à étudier, parce que vous avez des trucs non linéaires comme l'intégrale gradient f carré sur f, l'intégrale f log f, etc. Mais l'opérateur derrière est linéaire. Deuxièmement, on peut faire une formule explicite. Là-bas, je vous ai donné la formule explicite de Boltzmann sur I' H' de f. Je vais vous donner maintenant la formule explicite pour I' de f et de fs. Il y a 3 termes dedans, et ça va utiliser la fonction xi égale moins gradient log f. Un premier terme, moins un quart de l'intégrale triple de xi' plus xi' star, j'écris xi' pour xi de v', moins xi plus xi star, norme au carré, b, dv, dv star, d sigma. Premier terme, il est un peu compliqué, mais au moins il est positif, c'est une norme au carré qui est à l'intérieur. Enfin, il est négatif, il y a moins et puis une norme au carré. Deuxième terme, moins un quart, pareil, intégrale triple, de xi' moins xi' star, moins xi moins xi star, carré. Je mets ici les indices k et sigma et je vais expliquer. Et pareil, b, dv, dv star, d sigma. J'expliquerai juste dans un instant ce que c'est le k sigma. Il y a un troisième terme qui est moins 1,5 de l'intégrale triple de f', f' star moins ff star, k scalaire xi moins xi star, moins sigma scalaire xi' moins xi' star. Et ça, c'est un scalaire ici qu'on élève au carré. Fois b, dv, dv star de sigma. Bon, d'abord, on voit que la formule est explicite, elle est sensiblement plus compliquée que dans le cadre de l'équation de Boltzmann. Il y a tout un formalisme derrière pour y arriver, avec des sortes d'intégration par partie sur la sphère et tout ça. Ensuite, ici, il y a la notation K sigma que je n'ai pas indiquée. Alors, par définition, ce que je note y moins x K sigma au carré, c'est la norme de x carré plus la norme de y carré, moins 2 p K sigma x scalaire y. Et ce que je note p K sigma, c'est une transformation linéaire qui dépend des vecteurs unitaires K et sigma. Et qui à x associe K scalaire sigma x plus x scalaire K sigma moins x scalaire sigma K. Avec donc cette symétrie particulière. Comment on peut comprendre le pk sigma? Comment je me le représente? Vous avez votre sphère sur laquelle vous vous intéressez à xi moins xi star. Xi moins xi star, c'est une fonction de v moins une fonction de v star. Donc, c'est une fonction de vv star et l'autre, c'est une fonction de v', v' star. Et pour comparer ces deux vecteurs, vous allez commencer par appliquer une transformation qui va de cet espace en ci. Pk sigma, c'est une transformation qui envoie k sur sigma, qui envoie l'orthogonale de k sur l'orthogonale de sigma. C'est un peu comme une connexion au sens géométrique différentiel du terme. Beaucoup plus simple que la connexion de Levi-Civita,
mais une connexion qui nous permet de comparer des normes de vecteurs définies sur des espaces tangents différents. Et c'est bien comme ça qu'il faut y penser. Remarque suivante, vous avez ici quelque chose qui vous rappelle la première loi de conservation, la loi de conservation de la quantité de mouvement, V' plus V' star, V plus V star. Et ici, quelque chose qui vous rappelle la seconde loi de conservation de l'énergie. En fait, dire que ça est égal à 0, si je remplace xi par V, ça revient à dire que l'énergie cinétique est conservée. Et ici, vous avez un terme qui, lui, vous dit en quel sens vous êtes non maxwellien. Alors, sauf que ici, c'est pas dérombé sur dérombé, c'est dérombé, pardon, sur dérom V moins V star, la bonne identité. Ici. Et donc, ça vous dit, premièrement, à quel point l'interaction est non maxwellienne ici. Si B ne dépend pas de V moins V étoile, ici, vous avez 0, et ce terme disparaît. Et à quel point la distribution est non maxwellienne, non gaussienne. Si F' étoile égale à F étoile, ça disparaît aussi. Et donc là, vous avez un terme que vous ne voyez pas si vous êtes dans l'équilibre et que vous ne voyez pas non plus si vous avez des molécules non maxwelliennes. Alors, quand je bossais avec des molécules maxwelliennes, ce n'était pas explicite comme ça, il y avait d'autres formalismes dans mes calculs, mais j'avais que ces parties-là et j'avais justement écarté tout ce qui ressemblait à la dérivée de B par rapport à la vitesse en me disant que je n'arriverais jamais à la contrôler. Et finalement, l'idée, c'est qu'on peut les contrôler sous certaines conditions qui vont faire intervenir tout ça. Alors, une fois que vous avez identifié ça, comment est-ce que je vais contrôler ça, par ça, et vous cherchez à voir où est votre ami, où est votre ennemi, et vous vous rendez compte que le plus important, c'est le deuxième terme. C'est lui, alors c'est lui qui est votre ennemi. Il n'y a pas forcément de signe. Ça a les beaux signes, et ça, c'est le plus intéressant. Et ce deuxième terme, là-dedans, l'intégrande, vous allez pouvoir encore le redécomposer, xi' moins xi' star moins xi moins xi star carré, k sigma. D'une part, il va y avoir un terme en P, k orthogonal xi moins xi star, moins P sigma orthogonal xi' moins xi' star, carré, ici une norme habituelle. Un autre terme qui sera la différence entre xi moins xi star carré et pk sigma, xi moins xi star carré. Et un troisième terme qui sera la différence entre xi moins xi star scalaire sigma, scalaire k, pardon, peu importe, xi' moins xi' star scalaire sigma, tout ça au carré. Et si vous venez des diffusions linéaires et vous demandez quelle analogie ça a avec des termes qui apparaissent quand on regarde des dérivés de l'information de Fischer pour l'équation de la chaleur, et j'avais suffisamment joué avec ça pour deviner que là, ça a une analogie avec le terme de Hessienne qui apparaît quand on regarde les dérivées secondes de l'entropie le long de l'équation de la chaleur, un truc qui ressemblerait à la Hessienne de log de F au carré. Et ici, un truc qui ressemble au terme de courbure qui apparaît sur la sphère. La courbure sur la sphère, c'est en D-2 en dimension D. Et quand on a des gradients log F carré, des termes typiques qui apparaissent en théorie d'égalité Sobolev logarithmique. Et ici, un terme extrinsèque que vous ne voyez pas, c'est que xi moins xi star est orthogonal à k, ce qui correspond au gradient d'une fonction tangente. Alors, une fois que vous êtes là, vous jouez avec les différents termes et vous demandez comment ramener ça à un cadre d'inégalité fonctionnelle dans lequel vous allez pouvoir contrôler les uns et les autres. Et vous arrivez au résultat suivant, donc théorème, donc le critère que nous établissons avec Imbert et Sylvestre, toujours sur ces hypothèses gamma et gamma, critère. Si, pour toute fonction grand F de S d-1 dans R+, vous avez l'intégrale double de racine de f de sigma moins racine de f de k au carré b de k scalaire sigma dk d sigma, c'est une intégrale double sur la sphère, est inférieure ou égale à 1 sur k fois l'intégrale double de f de k grade log f de sigma moins grade log f de k carré, encore là les indices k sigma comme précédemment, avec
K strict supérieur ou égal à gamma au carré en valeur absolue, alors l'information de Fischer, alors I' de f fois appliqué à Q de f est négatif. Alors, notez bien, on est là dans des inégalités qui rappellent un peu l'inégalité de Sobolev, parce qu'ici on a des intégrales de puissance de racine de f, ici quelque chose de non linéaire avec des gradients et des logs, plutôt une égalité de Sobolev logarithmique. C'est non local et c'est sur la sphère. Et vous avez ce truc qui est unique à ma connaissance dans la théorie de l'équation de Boltzmann, où le spectre de paramètres que vous arrivez à traiter dépend de la valeur de la constante optimale dans une égalité fonctionnelle. Meilleure est votre constante, meilleurs seront les gammas. Si vous voulez traiter un gamma égale 3, qui correspond à la singularité Coulomb, il vous faut une constante ici au moins égale à 9. Pas 8, 9. Et ainsi de suite. Alors, ça en pratique, ce ne sera jamais vrai ou jamais assez fort. On va rajouter la condition paire, quel que soit F paire, au sens où F de moins de sigma égale F de sigma, pour tout sigma. Et rajouter la fonction paire améliore les constantes. C'est ce qu'on trouve dans l'équation de Boltzmann, parce que toujours f star, il est évalué sur les deux points diamétralement opposés de la sphère. Et vous en avez besoin. Pour le coup, avec des fonctions non paires, l'inégalité est juste fausse dans le régime qui vous intéresse. Alors, pour démontrer ça, c'est un jeu qui se joue entre trois fonctionnels. Et je vais écrire les trois fonctionnels, dire les liens entre les trois, et puis qu'est-ce qu'il en sort comme critères qui nous permettent finalement de traiter tous les cas. Dans ces trois fonctionnels, bien sûr, il va y avoir l'intégrale de l'information de Fischer. Il va y avoir le truc qui apparaît à gauche, qui est comme une forme de Dirichlet. Ouais, j'ai pas mis le... Je suis désolé, là c'est mal. Ici, il y a le petit b. Le même b qui est ici, il doit se retrouver ici. La même fonction de poids de part et d'autre. Alors, le b, il faut voir commencer, hein, une fonction qui en général est non explicite. Il y a une singularité par rapport à θ. Il n'est pas spécialement gentil avec vous. Donc, c'est un jeu à trois fonctionnels. La première fonctionnelle que vous allez regarder, c'est 1/2 de l'intégrale double de racine de f de sigma moins racine de f de k au carré b dk des sigma. La même que celle que j'ai mise là. J'aime bien le facteur 1/2 parce que ça correspond à la forme de Dirichlet pour l'opérateur de diffusion associé au noyau B. Autre fonctionnel que vous allez regarder, l'intégrale de gradient racine de f carré, qui est aussi égal à 1 quart de i de f. Et puis la troisième fonctionnelle que vous allez regarder, c'est 1/2 de l'intégrale double de f de k, grade log f de sigma, moins grade log f de k, indice k sigma, toujours la même convention, dk des signes. Et votre jeu, c'est d'arriver à faire une inégalité entre les deux là, aussi bonne que vous pouvez avec la meilleure constante, et ceci vous donnera la décroissance de i. Alors, celui-ci n'est pas un inconnu, il renvoie, en tout cas, il renvoie à la même forme que j'avais découverte en 1997 quand je bossais avec Giuseppe Toscani, précisément sur les problèmes de minoration de l'entropie. Et ce que nous avions établi, c'était des inégalités où on montrait que l'inégalité entre ces deux fonctionnels permet d'avoir des trous anthropiques gap. Parce que ici, vous avez la dérivée de l'information de Boltzmann le long de la chaleur, et ici, il se trouve que c'est aussi la dérivée de la production d'entropie de Boltzmann le long de la chaleur. Au lieu de faire, on fait souvent en processus de diffusion, on prend l'information, par exemple l'entropie, et on dérive 2 fois par rapport à la chaleur. Mais si vous dérivez 1 fois par rapport à la chaleur, 1 fois par rapport à l'équation de Boltzmann, vous obtenez un truc mixte qui a cette forme-là. Et entre l'un et l'autre, dans le cas où B est constant, j'ai encore oublié le B là, décidément, dans le cas où B est constant, nous avions établi une certaine inégalité qui nous permettait d'obtenir ces trous anthropiques. Maintenant, si vous avez une inégalité là-dessus et que vous avez aussi une inégalité là-dessus, vous pourrez compléter en ayant ça et ça. Dans tous les cas que nous avons étudiés,
pour contrôler ça par ça, nous sommes passés par cet intermédiaire et un certain nombre de recettes pour aller de là à là. Alors, quand vous regardez ici, pour aller entre ça et ça, comme c'est exprimé en termes quadratiques par rapport à racine de f, ça revient exactement à se demander, à comparer le trou spectral de l'opérateur, à comparer comment le spectre de l'opérateur de diffusion à noyau B se compare au spectre de la chaleur. Et à regarder, à faire des calculs de lambda par rapport à ça. Comme vous êtes dans un contexte où les constantes sont précieuses, vous avez intérêt à avoir une constante optimale, et nous établissons avec une analyse spécifique et l'étude des valeurs propres qui sont des polynômes de Legendre et des valeurs propres qui sont des polynômes de Legendre généralisés en dimension D, explicitement que le trou spectral est donné par une constante qui est 1 sur 2 d moins 1 fois l'intégrale de 1 moins 4 scalaire sigma carré B de K scalaire sigma d sigma. Ça a été l'une des parties les plus délicates du travail, en fait, et l'occasion, pour la première fois pour moi, de me plonger dans l'algèbre des fonctions propres du Laplacien et ainsi de suite. Alors, une fois que vous avez ce bon résultat-là, travaillez là-dessus et nous avons pu établir différentes recettes. Donc, voici les critères les plus importants que nous obtenons. Critères. Alors, on sait bien, quand on s'intéresse à... Ah oui, alors d'abord, pour que vous compreniez, pour ceux qui sont habitués au processus de diffusion, si vous regardez la limite diffusive, hein, j'ai un noyau ici B qu'on appelle un noyau de collision petit b sur la sphère, qu'on voit K sur sigma, on sait bien que les processus de diffusion sont des limites de tel noyau. On concentre sur K égale sigma et on retrouve de l'équation de la chaleur. Alors, quand vous faites concentrer tout ça, les deux qui sont ici, les deux fonctionnels ici, se concentrent sur juste l'intégrale de gradient racine de f carré. Donc ça, ça correspond à ce qu'on appellerait la limite rasante et c'est la variante diffusive. Et ici, celui qui est ici, il se concentre sur l'intégrale de f de k et fois le gamma 2 de log f de k. De façon explicite, ici gamma 2 sur la sphère, intégrale de f de k, hessienne de log f de k, carré, plus d-2, ça correspond à la courbure de Ricci de la sphère, fois gradient log f carré. Alors, cette inégalité-là, comparez ça à ça, et donc vous vous demandez quelle est la meilleure constante que je puisse mettre ici pour que ça soit plus petit que 1 sur k fois ce truc-là. Et c'est la même chose que le problème de Sobolev logarithmique, sauf que, au lieu de regarder l'entropie, la dissipation d'entropie, vous regardez la dissipation, pardon, la production d'entropie et la production seconde d'entropie. Ce qu'on appelle une égalité de Sobolev logarithmique, log Sobolev différentiel. Et un des résultats de Bakri-Emery, c'est que justement, donc ça c'est logarithmie Sobolev différentiel, et Bakri-Emery vous disent que la meilleure constante, c'est K égale 4 fois. Le K qui vient juste de ce qu'il y a je passe l'information de Fischer à ça, 4 fois D-1. Le plus simple, ça serait un D-2, évidemment, correspond à la courbure. Et si vous regardez ce qui est là, vous avez ici l'information de Fischer, ici aussi l'information de Fischer. Et le passage du D-2 à D-1 dans l'Oxobolev, il correspond au fait aussi que dans l'égalité de trou spectral sur le Laplacien, l'optimum c'est D-1, ça c'est une égalité de Lichner-Horowitz. D-2 est résultat facile, D-1 est optimisé. Et ensuite, quand vous regardez des fonctions paires, pour le Laplacien sur la sphère, on fait passer le trou spectral pour les fonctions paires, il passe de D-1 à 2D, vous gagnez un important facteur. Dans le cas de Sobolev logarithmique, vous ne gagnez pas 2D, vous gagnez une constante qui est un peu moins que 2 et qui tend vers 1 quand la dimension tend vers l'infini, mais vous gagnez. Et c'est la clé de ce qui va suivre. Alors, je vous donne donc les critères. Donc, il y a un critère, le plus simple, critère qui s'intéresse juste à la courbure et qui permet de traiter, ça je n'efface pas,
Alors, critères. Donc, premièrement, pour toute dimension et pour tout B, la constante K, ou je l'ai exprimé en termes de gamma, gamma inférieur ou égal à 2 racines de D-2 est acceptable. Ceci est l'analogue d'un effet de courbure. D-2 correspond à la courbure de la sphère. En dimension grande, c'est une très bonne estimation. En dimension petite, c'est moins bon. En dimension 2, ça ne vous donne rien. Et d'ailleurs, on a un contre-exemple en dimension 2 qui vous donne qu'on peut avoir gamma admissible égale 0 en dimension 2 pour des noyaux dégénérés. Mais en dimension 3 et plus grande, vous pouvez toujours admettre un gamma strictement positif. Et dès que vous êtes en dimension 5, vous avez tout le paramètre que vous voulez. En dimension 4, vous avez tous les noyaux meilleurs que coulombiens. Il vous manque le cas des dimensions 2 et 3. Il y a un autre critère que je n'écris pas explicitement. Donc ça, c'est courbure. Et un deuxième critère plus compliqué qui exploite la positivité du noyau que je n'écris pas explicitement. Et il y a un troisième critère qui vous dit que pour toute dimension, si B est égal à KT, noyau de la chaleur autant T sur la sphère, alors gamma inférieur ou égal à 2 racines de D est admissible. Premièrement, on regarde en dimension 2, on regarde en dimension 3. Dimension 2, c'est une très bonne estimation. En dimension 3, le cas qu'on a envie de traiter, c'est gamma égale 3, ici, correspond au coulombien. Et si vous regardez 2 fois racine de 3, ça fait à peu près 3,4. Vous êtes un peu au-dessus de ce qui vous intéresse. Vous avez une marge d'environ 10%. Alors, évidemment, ça c'est pour un noyau de la chaleur autant T, l'estimation est valable quel que soit. Le fait d'utiliser des fonctions paires est crucial. Si les fonctions ne sont pas paires, vous perdez quasiment un facteur 2 sur votre estimation et vous loupez le cas coulombien de façon très claire. Façon intéressante, donc regardez les constantes de type Sobolev logarithmique différentielle sur la sphère. Ça correspond à se demander quelle est la constante optimale de Sobolev logarithmique sur ce qu'on peut appeler pompeusement l'espace projectif réel, le quotient de la sphère par plus ou moins identité. Ce sont des problèmes qui n'avaient jamais été regardés explicitement en détail, même si certains articles, en particulier de Laurent Salkost, dans le temps, donnaient des estimations là-dessus. Laurent Salkost et aussi Rothaus donnant des estimations là-dessus, et c'est intéressant leur comportement asymptotique. Le problème a été repris avec ces nouvelles motivations par Seyoung-ji, un élève de Louis Sylvestre, obtenant des estimations bien meilleures et proches d'être optimales. Par exemple, en dimension 3, là où on pourrait avoir racine de 4D optimale, pardon, optimale, alors c'est quoi? Je vous disais, le trou spectral pour la sphère, sur la sphère, c'est 2D. Si vous regardez l'analogue pour ce graphe logarithmique, au mieux, vous pourriez espérer que c'est 6. En fait, 6 est impossible, mais 5,5 est admissible, 5,6 est faux, c'est quelque part entre les deux, sans qu'on sache s'il y a une valeur exacte. Donc, ça, c'est assez savoureux, je trouve, où vous retrouvez à faire d'estimation de constantes optimales de Sobolev logarithmique différentielle dans des cas géométriques qui avaient été repérés par l'école probabiliste analytique comme peut-être intéressants, mais sans application réelle. Et si vous la voyez surgir dans un problème avec une motivation parfaitement claire, qui est de savoir si l'information de Fischer est décroissante. Alors maintenant, ça c'est pour seulement noyer la chaleur au temps T. Ça ne résout pas le problème. Mais par un principe de combinaison linéaire, si B est une intégrale de 0 à l'infini de kt lambda dt, où lambda est une mesure positive, alors vous avez la même estimation, aussi gamma plus petit que 2 racines de b. Ça sont des noyaux, on appelle fonctions complètement monotones ou quelque chose comme ça. Ici, vous prenez l'intégrale de la chaleur et vous mettez ça avec une certaine mesure et vous autorisez lambda à être n'importe quoi. Peu importe la régularité de lambda, s'il existe cette décomposition, alors vous avez le résultat. C'est vrai en particulier
En particulier, si B est de la forme moins laplacien sur la sphère à une puissance, à une certaine puissance, et la puissance correspond bien à la singularité, ça serait nu sur 2. Alors, pardon, moins delta S moins E, nu sur 2. Donc, si vous êtes sur une diffusion fractionnaire exacte, alors c'est vrai. Et pour le coup, le tableau que je vous ai donné, il est vrai pour absolument tous les cas de figure. Maintenant, si vous vous intéressez vraiment aux puissances, ah ben, à ce moment-là, vous pouvez chercher, vous pouvez vous convaincre que le noyau dans la fonction puissance n'est pas une intégrale de noyau de la chaleur. Mais vous avez un peu de marge, parce que vous avez obtenu un truc avec un 3,4 au lieu du 3. Et si vous arrivez à montrer que c'est suffisamment proche de noyaux qui se représentent comme intégrale de noyau de la chaleur, alors vous avez résolu. Et là, vous allez, comme vous avez des bibliothèques qui vous calculent explicitement, comme vous pouvez faire des calculs explicites d'intégrales avec des intégrales, vous mettez ça dans Maple et ainsi de suite. Et puis, vous pouvez le comparer à des intégrales de noyau de la chaleur avec là aussi des bibliothèques sur le noyau de la chaleur, sur la sphère, etc. Elles existent en dimension 3, elles n'existent pas en dimension 4, mais là, c'est spécifiquement la dimension 3 qui nous intéresse. Et numériquement, vous démontrez, en raffinant les trucs, en essayant que vous êtes bien en dessous des marges d'erreur, que vous arrivez à approcher le noyau comme ça, avec un écart qui est sensiblement en dessous de 10%. Je crois que c'est 3 ou 4% qu'on a obtenu comme meilleure estimation par essai-erreur. Et donc, vous arrivez à montrer que c'est suffisamment proche de ça. Donc, si B est à peu près égal à l'intégrale de KT lambda de dt avec une borne d'erreur qui est suffisamment petite, alors le même résultat est là. Ceci vous permet de conclure et d'obtenir tout le dernier segment rebelle qui vous manque. Donc, ça c'est tout ce que je voulais dire sur la preuve. Dernier commentaire. En 97, en 98, quand on travaillait avec Toscani sur la production d'entropie, ce truc-là, et je me souviens très bien de comment était arrivé ce genre d'expression. Je faisais les calculs, je vois un carré parfait apparaître, découpé en 8 morceaux. Je me dis, ben, il y a forcément une raison pour que le carré parfait soit là. Et ça apparaissait en tout cas comme un résultat singulier, bizarre et relié à pas grand-chose, singulier dans la théorie en tout cas. Maintenant qu'on a ce schéma-là, on voit que l'affaire est reliée au problème d'information de Fischer, reliée aux intégrales Sobolev logarithmiques différentielles, qu'en plus il y a le bon formalisme, les choses qui se calculent de façon un peu compliquée quand on les met directement, quand on le met avec des commutateurs non linéaires, qu'on appelle classiquement gamma, gamma 2 entre les probabilités, là les calculs se font bien sans qu'il y ait de miracle, on est obligé de repêcher les termes à droite à gauche, finalement le tout apparaît cohérent. Et donc le schéma qui semblait, le tableau qui semblait à l'époque comme une bizarrerie, une singularité, maintenant apparaît au contraire comme intégré dans un ensemble cohérent d'inégalités fonctionnelles, non seulement cohérentes au trait cinétique, mais aussi apparenté aux inégalités des théories voisines de ce bloc logarithmique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cédric, pour cet excellent exposé sur ce problème complexe. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Peut-être une... Ils sont dans la on appelle ça la torpeur postprandiale. Oui, il y aurait peut-être une première question. Alors, je comprends que l'information de Fischer joue un rôle particulier dans ce problème-là, mais d'un point de vue des entropies, il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres. C'est d'une dissipation d'entropie. Alors, est-ce qu'on peut... Pas pour Boltzmann. Non, mais pour une équation de la chaleur, par exemple. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a d'autres fonctionnels de dissipation d'entropie qui joueraient le même rôle? Pour des processus linéaires, oui, il y en a. Il y a des conditions. Il y a des conditions et c'est lié aux conditions type déplacement convexité à la McCann. Quand tu regardes, par exemple, tu prends une équation du type d'Héron-TF égale, alors tu prends la chaleur, par exemple, et tu te demandes, quand je regarde une intégrale de type F, gradient U de F carré, un truc comme ça, et tu te demandes sous quelles conditions on peut avoir les bonnes conditions de décroissance. Ou généralement ici une puissance. Et tu tombes sur des conditions dont certains cas peuvent se relier aux conditions de déplacement convexité à la McCann, avec des exposants où la taille critique, souvent étant 1 - 1 sur n, qui est lié à des trucs géométriques du genre Brun-Minkowski. Donc il y a effectivement des conditions.
Mais une des particularités de ce problème, c'est justement dans ce cadre de Boltzmann qui est dominé par la structure de produit tensoriel, il n'y a qu'un choix dans les intégrales de A de F, c'est l'entropie. Il n'y a qu'une fonctionnelle avec un gradient, c'est celle-ci. C'est explicitement d'ailleurs comme remarque dans l'article de Makin. Il dit quand je cherche les fonctionnels de la forme intégrale de A de F pour ce problème-là, même pour Katz, j'arrive à démontrer qu'il n'y a que la singularité en log qui est là. C'est comme quand, tu sais, l'entropie de Boltzmann, elle est introduite par Boltzmann pour des considérations statistiques, et plus tard, 70 ans plus tard, Shannon la redécouvre pour faire la théorie de l'information, sans connaître le travail de Boltzmann. Pour la même formule, pas par le même raisonnement. Il voulait juste un truc qui se comporte bien par rapport au produit tensoriel, voilà, comme on appelle le fait de traduire l'information par paquet, et il trouve que le log est la seule formule qui soit cohérente. Et donc là, dans ce contenu dans Boltzmann, il y a un contenu informationnel fort, ces fonctionnels-là sont les seuls qui se dégagent. Alors, de la même façon que je me suis planté sur le cadre d'application dans le temps de I, il se peut que je me plante en disant ça, mais le fait qu'il y ait la remarque de Makin qui dit explicitement pour le modèle de cadre, j'arrive à démontrer que c'est la seule, est un argument fort. Question. Une question par rapport au caractère que vous avez là-bas. Est-ce qu'il y a des petits p pour lesquels on pourrait avoir l'essence des fonctions qui saturent l'égalité? Ah, je suis pas sûr. Et il me semble que dans le cas, alors, c'est pas pour celle-là, hein, mais pour la version différentielle, je suis pas sûr qu'il y ait. Et je me demande si c'est pas. Alors, il faut regarder l'article de G, de CUG déjà, pour ça, même dans le cas différentiel. Et il y a une forte différence. Je veux dire, il y a le problème linéaire du trou spectral et le problème non linéaire du trou logarithmique pour les fonctions générales. Et après, quand on regarde les fonctions paires, il y a une différence géométrique importante entre le problème linéaire et le problème non linéaire. C'est pour ça aussi que les constantes tombent mal. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas un 6, c'est pas un 5,5, on ne sait pas exactement ce que c'est, et je ne sais même pas s'il y a une optimale identifiée. Donc le fait de rajouter la fonction paire, évidemment, arrange les constantes, mais tue l'optimiseur naturel qu'on peut espérer qui correspond au lambda 1 ou au trou logarithmique, justement. Il y avait ici aussi. Ah oui, donc, je dois comprendre un petit peu par rapport au schéma dont on a les différents types de collisions. Si on veut penser à des collisions quantiques, on peut le visualiser quelque part ou avec un figure. Pas dans le cadre de l'équation de Boltzmann. Alors, il y a des modèles qui ressemblent à Boltzmann et qui sont des sortes de variantes classiques associées à des sections efficaces quantiques. Comment ça s'appelle? Companette ou je ne sais plus quoi. Claude, tu as ça en tête. Dans le temps, il y avait. En tout cas, il y a des variantes là-dessus. Escobedo avait travaillé là-dessus avec Michler et avec d'autres sur ce type d'équation. Et il y a des choses qui ressemblent, mais j'avoue que je ne sais pas te dire comment est-ce que c'est. Alors maintenant, il y a un autre sujet qui est l'équation de Boltzmann quantique, qui là est sujet vraiment différent, dans lequel tu vas avoir un formalisme en termes d'équation de Schrödinger et tout ça. Et comme l'équation naturellement va être aussi à la question équation linéaire versus non linéaire. Alors il y a aussi le problème, tu regardes ta particule dans un champ de fluctuation quantique, là c'est encore autre chose. Mais le problème linéaire, problème spectral est sensiblement plus facile que ça. Du point de vue physique, je dirais, les directions, les deux directions les plus naturelles qui sont ouvertes. Premièrement, ce qui est vrai pour l'information de Fischer, est-ce que ça s'avère vrai pour d'autres fonctionnels qu'on avait l'habitude de regarder pour des interactions maxwelliennes et qu'on n'avait jamais regardé pour des interactions plage ou guerre, en particulier la distance de Wasserstein d'ordre 2, pour laquelle il y a des inégalités qui vont bien dans le cas maxwellien et pour lequel là on ne sait pas. C'était le travail ancien de Tanaka dans les années 70. Et deuxième direction, c'est évidemment comment se comporte tout ça quand on prend en plus en compte la variation spatiale. Quand on regarde l'entropie de Boltzmann,
la variation, il n'y a pas l'opérateur de transport conserve l'entropie de Boltzmann. Et donc, la seule contribution sont les collisions. Quand on regarde l'information de Fischer, c'est différent. L'opération de transport ne conserve pas l'information de Fischer, il la fait parfois monter, parfois descendre. Et le comportement de l'information, d'un truc avec des gradients le long du transport, à la fois c'est plus compliqué quand il y a des gradients, en même temps ça donne plus d'informations. Tu travailles, c'était toutes les recherches sur l'amortissement Landau, explicitement utilise des fonctionnels avec des dérivés, on a besoin pour voir quand ça filamente ou quand ça filamente pas. On ne verrait rien si on restait avec des fonctionnels non linéaires. Donc il y a un territoire à explorer dans lequel on se demande comment les variations dues aux collisions de l'information de Fischer vont en résonance ou pas avec les variations qui sont dues au transport, quel type d'homogénéité ça représente, et ainsi de suite. Et donc, sur Wasserstein 2, ta conjecture, c'est que c'est vrai que pour les maxwelliennes ou c'est vrai aussi? Non, pour le coup, je verrais bien que c'est vrai aussi plus généralement. Okay. Pour le coup, je verrais bien ça. Ça serait sympa. Ok. Mais écoute, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on s'arrête là.